Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un roman intitulé Crime et Châtiment. Il a été écrit par Dostoïevski et a été publié en feuilleton en 1866 et en édition séparée en 1867. Nous nous concentrons sur les parties 1, 2 et 3. Raskolnikov sort de la chambre qu'il sous-loue. Il ne rencontre pas sa logeuse auprès de laquelle il est endetté. Il sort dans les rues de Saint-Pétersbourg. Il est irritable et tendu, frisant l'hypocondrie. Depuis quelque temps, il s'isole des autres. On apprend qu'il a le projet de faire quelque chose qu'il appelle cela, mais on ne sait pas en quoi cela consiste. C'est un beau jeune homme, mais il est habillé de guenilles. Un ivrogne lui fait une remarque sur son vieux chapeau ridicule. Ce chapeau si spécial pourrait faire capoter son plan. Il se dirige vers un endroit où il s'est déjà rendu, il y a un mois. Ce lieu a un lien avec son projet qui devient de plus en plus concret dans le temps. Le jeune homme entre dans un bâtiment et ne voit aucun portier. Il monte au 3e et rencontre des personnes qui déménagent des meubles. Il sonne à un appartement. Une vieille femme nommée Alonia Ivanovna ouvre la porte retenue grâce à une chaîne et le regarde avec méfiance. Rassurée par les déménageurs, elle lui ouvre la porte. L'usurière l'appelle petit père. Le logement est constitué de 2 chambres. Raskolnikov vient mettre en gage la montre en argent de son père. Il a déjà déposé un anneau, mais puisqu'il n'a pas payé la reconnaissance, Alonia a le droit de le vendre. Alonia propose de lui donner 1 rouble et demi contre la montre. Raskolnikov accepte. Alonia tâte ses clés dans sa poche droite, puis elle se rend dans la chambre d'à côté. Raskolnikov l'entend ouvrir un tiroir de commode, et il se doute qu'une des clés doit servir pour une cassette. Alonia revient. Après avoir fait des calculs, elle ne lui donne qu'1 rouble 15. Raskolnikov lui dit qu'il repassera plus tard pour lui remettre un étui à cigarette. Il lui demande si elle est seule ou si sa sœur est présente. Elle ne lui répond pas. Une fois sorti de l'immeuble, Raskolnikov se demande comment il a pu avoir de telles pensées qu'il juge dégoûtantes. Suite à la visite, il ressent de l'angoisse. Il entre dans un débit de boisson. Il boit un verre de bière et ses intentions s'affermissent. Des consommateurs partent et Raskolnikov se retrouve avec un seul client qui ressemble à un fonctionnaire retraité. Raskolnikov a soudainement envie de compagnie humaine. Le client lui adresse la parole. Il dit s'appeler Marmeladov et être conseiller honoraire. Raskolnikov se présente en tant qu'étudiant. Marmeladov lui dit que la pauvreté n'est pas un vice, mais que la misère en est un. Il dit que son épouse a été battue par Lebeziatnikov il y a 1 mois. Cela fait 5 nuits que Marmeladov dort sur les barques à foin sur la Neva. Lebeziatnikov, aux idées actuelles, refuse de donner de l'argent, car selon lui, la compassion est interdite par la science. On apprend que sa fille a la carte jaune. Il se plaint que sa femme Katrina Ivanovna soit injuste avec lui et l'empoigne par la tignasse. Il a vendu les bas et le fichu de Katrina pour boire. Sa femme est atteinte de la phtisie. Elle a 3 enfants, et c'est elle qui s'occupe du ménage. C'est car il sait que Raskolnikov a du chagrin, que Marmeladov se confie à lui. Katrina a été élevée dans une institution pour jeunes filles nobles. Elle a été récompensée d'une médaille qui a été vendue, et d'un bulletin élogieux qu'elle a encore. C'est une femme qui ne supporte pas le manque de respect. Après que Lebeziatnikov l'ait battue, elle s'est couchée à cause de l'humiliation. Elle a fui la maison paternelle pour épouser un officier d'infanterie qui est décédé. Marmeladov l'a épousée alors qu'elle était veuve et avait 3 enfants.
Lui-même était veuf, et avait une fille. Il a commencé à boire après avoir perdu son travail. La famille a emménagé à Saint-Pétersbourg. Marmeladov a trouvé un travail, puis l'a perdu à cause de l'alcool. Il loge chez Amalia Fedorovna Lipoexcel. Sa fille Sonia a souffert de sa belle-mère. Il a essayé de donner à sa fille de l'éducation, comme il a pu. Une jeune fille honnête ne peut gagner que des sommes dérisoires. Un des employeurs de Sonia ne lui a pas payé son travail et l'a chassée. À cause de la pauvreté, Katrina a poussé Sonia à se vendre. La maquerelle Daria Franzevna s'était informée auprès de la logeuse. Sonia est partie à 6 heures et est revenue à 9 heures. Elle a apporté 30 roubles à Katrina. À cause de son travail, Amalia et les Lebeziatnikov n'ont plus autorisé Sonia à vivre dans le logement. Katrina a défendu Sonia face à les Lebeziatnikov, qui étaient outrés de vivre dans le même immeuble qu'une fille de nuit. Il s'est enfui la bagarre que nous connaissons déjà. Sonia ne peut voir sa famille qu'à la tombée de la nuit. Elle sous-loue une pièce à un tailleur nommé Kapernaumov. Marmeladov a été demandé un emploi à Ivan Alfanasievitch, qui le lui a accordé, il y a 5 semaines. Katrina et Sonia avaient des petites attentions pour lui. Katrina était tellement fière qu'elle a invité Amalia à goûter pour lui parler du nouveau travail de son mari, alors qu'elle s'était disputée peu auparavant. Il y a 6 jours, Marmeladov a rapporté son premier traitement à la maison. Le lendemain, il a volé cet argent et n'ose plus rentrer chez lui. Il a perdu son travail. Aujourd'hui, il a cherché de l'argent pour boire chez Sonia, qui le lui a donné. L'argent aurait pu servir à Sonia pour acheter des articles pour son métier de fille de joie, que Marmeladov appelle la propreté. Marmeladov demande à Raskolnikov de le reconduire chez lui. Raskolnikov l'accompagne dans son logement misérable. Katrina accueille son mari rudement et le tire par les cheveux. Elle dit à Raskolnikov de sortir, car c'est un compagnon de beuverie de son mari. Raskolnikov laisse des pièces sur la fenêtre. Il pense à reprendre les pièces, car la famille Marmeladov a Sonia pour l'aider, alors qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il laisse finalement les pièces en place. Le lendemain matin, Raskolnikov se trouve dans son appartement qui est une cage minuscule et misérable. Nastasia, qui est la cuisinière, le réveille. Elle lui apporte du thé et de la soupe aux choux. Elle les lui apporte d'elle-même, car la logeuse ne veut plus le nourrir. Nastasia lui révèle que sa logeuse Praskovia Pavlovna veut porter plainte contre lui, car il ne paie pas son loyer. Nastasia lui reproche de rester au lit et de ne pas donner de leçons aux enfants. Il lui dit que son travail consiste à réfléchir. Il ne peut plus donner de leçons, car il est sans souliers. Il se plaint que les leçons ne rapportent pas grand-chose. Nastasia lui donne une lettre de sa mère Pulcheria. Il tient à la lire seul. Pulcheria a appris qu'il a quitté l'université faute de moyens financiers. Sa pension est insuffisante pour aider son fils. La dernière fois qu'elle lui a envoyé de l'argent, elle a dû l'emprunter à un marchand nommé Vassili Ivanovitch Vakrouchine. Pulcheria lui raconte l'histoire qu'il y a eu entre sa sœur Dounia et les Svirigailov. Dounia a travaillé en tant que gouvernante dans cette famille. Elle a demandé une avance de 100 roubles afin de pouvoir envoyer de l'argent à son frère. Svirigailov traitait mal Dounia. Il a eu des vues sur elle et lui a proposé des récompenses et de partir avec lui ailleurs. Dounia ne pouvait pas quitter son travail à cause de la dette. Marfa Petrovna a surpris une scène durant laquelle son mari suppliait Dounia. Marfa a cru que la fautive était Dounia. Elle l'a frappée et l'a congédiée sur le champ. Dounia est rentrée sous la pluie, avec ses affaires jetées négligemment dans une télègue. Marfa a calomnié Dounia dans toutes les maisons de la ville. Dounia et Pulcheria ont été rejetés et moqués des habitants. Svirigailov a rétabli la vérité en montrant à sa femme une lettre de Dounia, dans laquelle elle refusait les rendez-vous de Svirigailov, et lui reprochait sa conduite. Marfa est venue demander pardon à Dounia. Elle a fait le tour des maisons de la ville, pour dire la vérité, et lire la lettre de Dounia à tout le monde. Dounia a reçu une demande en mariage de la part de Piotr Petrovitch Lougine, qui est un conseiller de cour. C'est un parent éloigné de Marfa, qui a aidé dans cette affaire. C'est un homme de 45 ans qui a un avoir. Pulcheria le qualifie de posé et convenable, mais un peu morose et condescendant. Elle dit à son fils que quand il le verra, il ne devra pas le juger trop vite. Cet homme dit admettre les convictions des dernières générations. Il n'y a pas d'amour entre les fiancés, mais ils semblent vouloir le bonheur l'un de l'autre. Pulcheria rapporte des dires de Lougine. Il voulait se marier avec une femme sans dot, et ayant connu la détresse, car il ne voulait pas être redevable envers une femme, et voulait que la femme le considère comme un bienfaiteur. Lougine est parti pour Saint-Pétersbourg à cause d'une affaire importante au Sénat. Il veut également y ouvrir un cabinet d'avoués. Dounia et Pulcheria pensent que Lougine va aider la carrière de Raskolnikov. Elles en ont parlé à Lougine, qui ne paraît pas très emballé pour aider le jeune homme. Elles ne semblent pas en prendre conscience, et elles vont jusqu'à imaginer que Raskolnikov devienne l'associé de Lougine. Elles pensent même que Lougine va aider financièrement Raskolnikov pour ses études. Pulcheria dit que si Lougine l'invitait à venir vivre avec lui et Dounia, elle refuserait.
Dounia et Pulcheria vont se rendre bientôt à Saint-Pétersbourg. Elles pourront retrouver Raskolnikov, qu'elles n'ont pas vu depuis 3 ans. Pulcheria pense encore demander une avance à Afanassy Ivanovitch, afin qu'elle puisse envoyer de l'argent à son fils. Lougine a payé une partie des frais de voyage en payant le transport des bagages. Elles vont se rendre à la gare distante de 90 verstes avec un moujik roulier, puis voyager dans un train en 3e classe. Alors qu'il était heureux d'avoir reçu cette lettre, quand il finit de la lire, Raskolnikov devient torturé. Ne supportant plus sa chambre, il sort et se dirige vers l'île Vassili. Raskolnikov ne veut pas que ce mariage se fasse. Il ne s'est pas laissé abuser par la lettre. Il a cerné la personnalité de Lougine, et a compris que ni Pulcheria, ni Dounia n'apprécient Lougine. Il a conscience que Dounia se sacrifie pour lui. Raskolnikov en veut à Lougine de laisser Pulcheria et Dounia venir à Saint-Pétersbourg, avec des moyens de locomotion si inconfortables, et d'avoir laissé Pulcheria faire un crédit, afin de financer le voyage et l'installation. Il pense que le transport des bagages n'a en réalité rien coûté à Lougine. Si Lougine se montre si radin, alors qu'il n'est que fiancé, Raskolnikov sait qu'il sera pire après s'être marié. Raskolnikov se fait du souci, car il sait que Pulcheria va venir à Saint-Pétersbourg, avec peu d'argent, et qu'elle n'aura pas les moyens de vivre longtemps dans cette ville. Il sait que Lougine n'aidera pas Pulcheria. Il dit que Dounia aurait fait bien des choses, mais qu'elle n'aurait jamais avili son esprit et son sens moral. Elle se vend pour Pulcheria, et pour son frère. Pulcheria sacrifie sa fille à son fils. Il rapproche Dounia de la notion de propreté émise par Marmeladov. Raskolnikov ne pourra les aider qu'une fois ses études finies, or elles ont besoin d'aide maintenant. Il a conscience qu'il leur coûte de l'argent. Il faut agir de suite. Une idée lui passe dans la tête. Elle n'était auparavant qu'à l'état de rêve, mais elle vient de s'affermir. Car il se sent mal, il est à la recherche d'un banc. Il voit une jeune fille qu'il trouve étrange. Ses habits ne sont pas mis correctement. Elle s'affale sur un banc. Elle est ivre. Raskolnikov aperçoit un homme qui veut rejoindre la jeune fille, mais la présence de Raskolnikov le gêne. Raskolnikov l'interpelle en l'appelant Svidrigaïlov, et lui dit de s'en aller. Les deux hommes commencent à se battre. Un agent intervient. Raskolnikov lui dit ce qu'il croit être la vérité, c'est-à-dire qu'on a fait boire la jeune fille, qu'on a abusé d'elle, et qu'on l'a relâchée dans la rue. Il pense que l'homme qui la suit a envie de profiter de la situation. L'agent questionne la jeune fille pour savoir son adresse. Raskolnikov donne de l'argent pour que la jeune fille soit raccompagnée dans un fiacre. La jeune fille ne donne pas son adresse et est agacée par les questions qu'on lui pose. Elle se remet à marcher. L'inconnu la suit, ainsi que l'agent. Raskolnikov conseille à l'agent de laisser l'homme et la jeune fille ensemble, mais l'agent continue de les suivre. Raskolnikov s'en veut d'avoir donné de l'argent. Il pense à l'avenir très sombre qui attend la jeune fille. Il réfléchit au fait qu'un petit pourcentage de personnes doit s'en aller, puis il s'offusque de cette idée. Il repense au but de sa sortie. Il voulait voir Razumikine. C'est un de ses camarades d'université, pauvre et à qui Raskolnikov s'était ouvert. Razumikine a dû lui aussi interrompre ses études. Raskolnikov ne l'a pas vu depuis 4 mois. Il pensait demander à Razumikine de lui trouver du travail. Il a maintenant changé d'avis, car donner des leçons ne lui rapportera que très peu d'argent. Il n'ira pas chez Razumikine. Il pense aller le voir après le fameux cela. Il continue son chemin à la recherche d'une distraction. Il entre dans une auberge, et y boit un verre de vodka. Il s'endort par terre sur une île. Il fait un cauchemar. Il rêve qu'il est de nouveau enfant, et qu'il se rend au cimetière, avec son père pour se recueillir sur les tombes de sa grand-mère, et de son frère. En passant devant une auberge, il voit une petite rosse attelée à une télègue. Mikolka veut transporter tout le monde sur la télègue et souhaite que la jument les mène au galop. Quand il faut partir, la jument est incapable de faire un pas. Bien qu'elle soit fouettée à tour de bras, elle ne parvient pas à avancer. Mikolka lui donne plusieurs coups de brancard. Il abat la jument à coups de levier de fer. Raskolnikov enlace la tête du cheval. Son père vient le chercher, et lui dit que cette histoire ne les regarde pas. Raskolnikov se réveille. Il fait le lien entre son cauchemar et le meurtre qu'il prémédite en tuant une personne d'un coup de hache sur le crâne. Il en vient à la conclusion qu'il ne pourrait pas le supporter. Il se sent libre. Il veut rentrer chez lui, cependant il fait un détour inexpliqué par la place Senoï. Il voit Lizaveta Ivanovna parler à des commerçants qui tiennent un stand de mercerie. Elle est la demi-sœur de l'usurière qui la maintient en état d'esclavage. Le marchand donne rendez-vous, le lendemain à 7 heures du soir à Lizaveta, pour conclure une affaire avec d'autres personnes. Raskolnikov a un frisson en pensant que l'usurière sera seule chez elle demain à 7 heures. Raskolnikov revient chez lui. Il pense que cette nouvelle lui apportera le succès. Lizaveta a en réalité rendez-vous avec des personnes qui, appauvries, veulent lui vendre leurs vêtements. C'est un étudiant qui a fourni à Raskolnikov l'adresse d'Alonia au cas où il aurait quelque chose à mettre en gage. Il s'y est rendu, il y a seulement 1 mois et demi. Il voulait mettre en gage la montre de son père et un anneau que lui avait offert Dounia. Raskolnikov a déposé chez l'usurière l'anneau.
Il s'est senti une aversion envers cette femme. Après l'avoir quittée, il s'est rendu dans une taverne. Il y a eu une certaine pensée. À côté de lui se trouvaient un étudiant et un officier. Il parlait de l'usurière qui a beaucoup d'argent chez elle, mais qui est très dure en affaires. Ils ont aussi parlé de Lizaveta, qui est battue par sa sœur, et qui passe ses journées à travailler. L'usurière a écrit un testament pour que son argent revienne à un monastère, et non à sa sœur. Bien qu'elle soit difforme, Lizaveta plaît à certains hommes, et elle est continuellement enceinte. L'étudiant a dit qu'il tuerait bien l'usurière pour la dévaliser. Il a mis en balance la vieille femme méchante et nuisible, avec les vies qu'il pourrait sauver grâce à l'argent du vol. Son meurtre est devenu alors légitime. Cependant l'étudiant a avoué qu'il ne pourrait pas tuer l'usurière lui-même. Cette conversation a eu un grand effet sur Raskolnikov. Le lendemain de sa rencontre avec Lizaveta, Nastasia réveille à 10 heures Raskolnikov, qui ne se lève pas. Nastasia le pense malade. Quand elle repasse à 2 heures, Raskolnikov est toujours allongé et demande à Nastasia de partir. Il reste dans un état de demi-veille. Ce n'est que lorsque l'horloge sonne 6 heures du soir qu'il se met en action. Il coud une boucle à son pardessus. Elle servira à maintenir la hache sous son vêtement. Il prend l'objet qu'il veut mettre en gage. Il a associé une planchette à une languette de fer, afin de faire croire qu'il s'agit d'un étui à cigarette. Il emballe l'objet, et il le ficelle si bien que la personne qui voudra ouvrir le paquet mettra du temps à le déballer. Il compte prendre la hache dans la cuisine de sa logeuse. Il se sent attiré par le crime comme de manière mécanique, comme si quelqu'un lui prenait la main. Quand il se rend dans la cuisine, il s'aperçoit que Nastasia est présente, ce qui l'empêche de prendre la hache. Il pense que l'occasion est perdue. Sous le porche, il voit une hache dans la loge. Il la prend et part avec. Raskolnikov se souvient de son chapeau, qu'il aurait dû changer pour se faire moins remarquer. Il est déjà 7h10. Quand Raskolnikov passe sous le porche, une charrette de foin le cache. Il monte l'escalier. Au premier, il voit des peintres qui travaillent dans un appartement. Il monte au 3e étage. Il sonne 2 fois à l'appartement de l'usurière, mais elle ne répond pas. Il la devine derrière la porte. Il grogne quelque chose, et sonne pour la 3e fois. Le verrou se tire. L'usurière ouvre la porte qui est maintenue comme la dernière fois par une chaînette. Raskolnikov tire la porte à lui, afin d'éviter que la vieille femme ne la referme. Ce geste accroît la méfiance de l'usurière. Il dit qu'il est venu pour mettre en gage un étui à cigarette. Elle remarque la pâleur et les mains qui tremblent du jeune homme. Il répond que c'est la fièvre. La vieille femme se met face à la fenêtre, pour dénouer le paquet. Raskolnikov prend sa hache, et en assène un coup sur la tête de l'usurière. Elle est encore en vie. Raskolnikov lui assène encore 2 coups de hache. Elle décède. Il prend les clés dans la poche de l'usurière, et se rend dans la chambre d'à côté. Il retourne dans la première pièce pour s'assurer que la vieille femme est bien morte. Il remarque un cordon autour du cou de l'usurière. Il parvient à dégager des croix et une bourse. Il prend la bourse et jette les croix sur la poitrine de la femme. Raskolnikov retourne dans la chambre. Il ne parvient pas à trouver la clé qui ouvre la commode. Il pense qu'une des clés ouvre un coffret. Raskolnikov trouve sous le lit un coffret, et parvient à l'ouvrir. Il y trouve des bijoux cachés parmi les vêtements. Il en met certains au hasard dans ses poches. Le jeune homme entend un léger cri, dans la chambre d'à côté. Lizaveta vient de découvrir le corps de sa demi-sœur. Raskolnikov la tue d'un coup de hache dans le crâne. Raskolnikov lave ses mains et la hache. Lorsqu'il s'apprête à partir, il s'aperçoit que la porte est restée ouverte. Il est possible que Raskolnikov ait oublié de la fermer, comme il est possible que ce soit Lizaveta qui l'a laissée ouverte après être rentré. Raskolnikov met le crochet, puis ouvre la porte pour partir. Il entend quelqu'un sous le porche dire qu'est-ce qu'ils ont, une personne chantonner en descendant l'escalier, puis quelqu'un monter l'escalier. Raskolnikov rentre dans l'appartement, ferme la porte, et met le crochet. L'inconnu se trouve derrière la porte. Il sonne 2 fois, puis il essaie d'ouvrir la porte. Raskolnikov a peur que le crochet saute. L'homme se met à parler, et sonne encore plusieurs fois. Un autre jeune homme vient derrière la porte. Les 2 hommes sont ceux que Raskolnikov a vus dans la taverne après son premier passage chez l'usurière. Les 2 hommes avaient affaire avec l'usurière. Elle avait donné rendez-vous à l'officier qui croit impossible le fait que l'usurière ait pu partir de l'appartement. Le jeune homme pense que les 2 femmes sont chez elle, car elles n'ont pas fermé la porte à clé, mais seulement avec le crochet. Le jeune homme, sentant qu'il y a quelque chose d'étrange, demande à l'officier d'arrêter de secouer la porte. Le plus jeune descend chercher le portier tandis que Coq reste devant la porte. Car le jeune homme tarde à remonter, Coq descend l'escalier. Raskolnikov sort de l'appartement. Il y a des cris et quelqu'un court en descendant l'escalier. Il entend plusieurs personnes monter l'escalier. Raskolnikov se cache dans l'appartement vide, où les peintres sont maintenant absents. Après que le groupe soit passé devant lui, Raskolnikov sort de l'immeuble, sans que personne ne le voie. Dans la rue, une personne pense qu'il est ivre. Il parvient à remettre la hache dans la loge sans se faire voir. Il s'allonge sur son divan.
Raskolnikov tombe dans un état léthargique et ne reprend réellement conscience qu'à 3 heures du matin. Il a de la fièvre et des frissons. Il se rend compte qu'il n'a pris aucune précaution pour cacher son crime. Le jeune homme inspecte ses vêtements pour savoir s'ils sont tachés. Il y a du sang là où son pantalon est effiloché. Il en coupe la frange. Il sort les objets de son vol de ses poches et les place à un endroit entre le mur et le papier. Raskolnikov s'endort un instant. Il enlève la boucle cousue dans son par-dessus et la détruit en petits bouts. Raskolnikov prend conscience que son supplice commence. Il a l'impression de louper des traces de sang, car son esprit s'obscurcit. Il trouve du sang dans sa poche qui a contenu la bourse ensanglantée. Il déchire sa poche. Une de ses chaussettes est aussi imprégnée de sang. Il se rend compte qu'il faut jeter la chaussette, la frange et la poche, mais il est incapable de se lever de son divan. À 10 heures, des coups sont frappés à sa porte. Nastasia et le portier veulent entrer. Raskolnikov parvient à leur ouvrir. Il reçoit une convocation au bureau de police. Nastasia remarque que Raskolnikov est malade. Il a encore la chaussette, des franges et de la poche dans sa main, ce qui provoque le rire de Nastasia. Bien qu'il soit malade, Raskolnikov décide de se rendre tout de suite au bureau de police. Il devait y être aujourd'hui à 9h30. Raskolnikov est persuadé qu'il est convoqué pour son double assassinat. Il pense tout avouer. Il passe devant l'immeuble de l'usurière, avant d'entrer dans le bureau de police. L'air est difficilement respirable, notamment à cause de l'odeur de la peinture. Dans la salle se trouve un secrétaire, une femme en deuil, et une femme que Raskolnikov appelle la dame somptueuse. L'adjoint du surveillant du quartier nommé Ilya Petrovitch arrive. Il apprend que Raskolnikov est convoqué pour l'assignation en paiement. Ilya Petrovitch lui fait un reproche en criant, car Raskolnikov est en retard. Raskolnikov lui répond lui aussi en criant. L'adjoint lui reproche de crier, et Raskolnikov lui fait la même remarque, et lui reproche de fumer. Le secrétaire explique à Raskolnikov que la logeuse Arnitsina exige le paiement d'une traite. Soit il paie de suite, soit il s'engage à payer plus tard. Ilya Petrovitch s'en prend ensuite à la dame somptueuse. Il la dispute à cause d'un tapage nocturne qui s'est reproduit. La dame somptueuse dit que sa maison est honorable. Un capitaine est venu chez elle sous et a fait du boucan. Quand le capitaine criait par la fenêtre comme un cochon, un prénommé Karl a tiré son habit qui s'est déchiré. Le capitaine demande 5 roubles de dédommagement. Le secrétaire tente de calmer l'énervement d'Ilya Petrovitch. Ce dernier laisse partir la dame somptueuse après l'avoir menacée de la mettre en cellule si cela recommençait. Le surveillant du quartier nommé Nikodim Fomitch fait son apparition. Il a entendu les cris d'Ilya Petrovitch de l'escalier. Ilya Petrovitch se plaint de Raskolnikov, car il ne veut pas payer ses loyers. Nikodim Fomitch dit que son collègue a été surnommé lieutenant Poudre, car comme la poudre il explose rapidement. Raskolnikov explique que la pauvreté dans laquelle il est actuellement l'empêche de payer ses loyers. Il avoue n'avoir pas fait attention à l'argent, lorsqu'il était en compagnie d'une fille qu'il devait épouser. Il y a 1 an, cette fille est morte du typhus et Raskolnikov est resté dans le logement. Sa logeuse lui a fait signer une traite pour ses loyers impayés. Elle a dit qu'elle n'allait pas utiliser ce document contre lui. Le secrétaire lui dicte la lettre que Raskolnikov doit écrire pour pousser son paiement à plus tard. Raskolnikov a soudainement l'impression de ne plus pouvoir dire quelque chose à quiconque. Il est pris d'un grand sentiment d'indifférence. Raskolnikov écrit sa lettre, mais sa plume tremble. Il a envie de se dénoncer quand il entend Nikodim Fomitch et Ilya Petrovitch parler des 2 assassinats. Nikodim Fomitch pense que Pestriakov et Kok vont être libérés, car leurs actions ne concordent pas avec les meurtres. Ilya Petrovitch trouve étrange que la porte était fermée lorsque les 2 hommes ont voulu entrer, mais qu'elle était ouverte quand ils sont revenus. Nikodim Fomitch pense que l'assassin était à l'intérieur et qu'il a profité du départ de Kok pour s'enfuir. Personne n'a vu l'assassin. Raskolnikov se lève pour partir, mais il s'évanouit. Après qu'il ait repris connaissance, Ilya Petrovitch l'interroge. Raskolnikov répond qu'il est malade depuis hier, et qu'il est sorti hier après 7 heures du soir pour se promener dans la rue. Raskolnikov est autorisé à sortir. Il a peur que quelqu'un vienne perquisitionner son logement. Quand il revient chez lui, Raskolnikov comprend que personne n'a fouillé sa chambre. Il prend les objets volés et sort. Il veut tout jeter au canal, mais il ne le peut pas, car il y a trop de monde. Il souhaite se rendre à la Neva, mais en cours de route, il décide d'aller tout enterrer dans les îles. Finalement il enterre le tout sous une grosse pierre, dans une cour entre une porte et une gouttière. Il repasse à côté du banc, où il a rencontré la jeune fille ivre. Raskolnikov ne sait pas quel but avaient ces meurtres, puisqu'il n'a même pas regardé ce qu'il a volé. Il entrevoit la possibilité qu'ils ne guérissent pas. Le jeune homme se prend d'un dégoût pour tout ce qui l'entoure. Il se retrouve dans l'île Vassili, près de la maison de Razumikine, sans le vouloir. Razumikine le devine malade, et pense qu'il délire. Peu après être entré chez son ami, Raskolnikov veut déjà en sortir. Razumikine retient Raskolnikov. Il lui dit qu'il est en train de traduire des pages d'allemand pour un libraire qui le paie pour ça.
Razumikine lui propose de faire ce travail contre de l'argent, car il se dit mauvais en traduction allemande. Raskolnikov refuse. Quand Razumikine lui demande son adresse, Raskolnikov ne lui répond pas et il part. Sur le chemin du retour, il manque de se faire écraser par une calèche. Il est fouetté dans le dos par le cocher. 2 femmes lui offrent 20 kopecks. Il regarde le paysage qui est le même que celui qu'il regardait lorsqu'il était étudiant. Il jette la pièce dans l'eau. Il revient chez lui et s'endort. Durant la nuit, il est réveillé par des hurlements. Il s'agit de sa logeuse qui crie, car Ilya Petrovitch est en train de la battre. Il a l'impression que la foule de l'immeuble les entend. Il a peur qu'Ilya Petrovitch vienne dans sa chambre. À cause de la terreur, il est incapable de fermer le crochet. Après quelques minutes, Ilya Petrovitch et la logeuse se calment. Le lendemain matin, Nastasia vient dans la chambre de Raskolnikov. Lorsque ce dernier lui demande qui a battu la logeuse, elle répond que personne ne l'a fait. Selon Nastasia, Raskolnikov a entendu des choses qui n'existaient pas à cause du sang qui tourne dans le foie. Il tombe dans l'inconscience. Durant sa maladie, il arrive à Raskolnikov d'être inconscient et d'avoir des moments de demi-lucidité. Il sait que des personnes ont été autour de lui, mais il ne sait pas qui. Il a la terreur d'avoir oublié quelque chose. Un matin, il reprend conscience. Dans sa chambre se trouve Nastasia, un encaisseur puis rapidement Razumikine. L'ami lui révèle que cela fait 4 jours qu'il ne mange pas et ne boit pas. Il a fait appel à un médecin nommé Zosimov. Ce dernier pense que la maladie est due à un choc nerveux et à la mauvaise nourriture. L'encaisseur apporte à Raskolnikov 35 roubles de la part de Pulcheria. Il faut que Raskolnikov signe un reçu. Raskolnikov ne veut pas de cet argent. Il signe tout de même le reçu après que Razumikine ait voulu guider sa main pour le forcer à signer. Razumikine envoie Nastasia chercher de la nourriture, de la bière et du thé. Il fait manger et boire Raskolnikov à la petite cuillère. On apprend que la logeuse nourrit Razumikine depuis plusieurs jours. Après le départ de Raskolnikov, Razumikine était déterminé à retrouver son adresse. Il s'est d'abord rendu à l'ancien appartement de Raskolnikov, puis a finalement trouvé son adresse au bureau des adresses. Razumikine s'est renseigné sur la vie de Raskolnikov et a fait la connaissance des policiers et de la logeuse. Razumikine a réussi à amadouer la logeuse qu'il trouve avenante et ayant un caractère inattendu. Il sait que la logeuse ne donnait plus à dîner à Raskolnikov, qu'il a signé une traite et qu'il avait prévu de se marier avec Natalia Igorovna. Razumikine dit que la logeuse a voulu faire partir Raskolnikov car il ne donnait plus de leçons, n'avait plus de costume et qu'il restait erré dans son coin. C'est un homme d'affaires nommé Tchebarov qui a récupéré la traite auprès de la logeuse et en a demandé le paiement. Razumikine s'est porté garant de Raskolnikov. Il lui donne la traite qu'il a pu récupérer. Razumikine révèle à Raskolnikov qu'il a connu des moments de rage, surtout quand il a amené Zametov, qui lui a appris beaucoup de choses sur Raskolnikov. Razumikine dit qu'il vient d'emménager dans le quartier. Raskolnikov a parlé durant son délire d'un bulldog, de boucles d'oreilles, de chaînes, de l'île Krestovski, d'un portier, de Nikodim Fomitch et d'Ilya Petrovitch. Il a aussi insisté pour qu'on lui donne sa chaussette et sa frange. Razumikine part avec une partie de l'argent. Nastasia le suit. Après leur départ, Raskolnikov se lève et est très anxieux, car il ne se souvient plus de ce qu'il devait faire. Il retrouve sa frange et sa poche dans le poêle. Il pense qu'il lui faut fuir avec l'argent, et assez loin, pour que l'on ne retrouve pas son domicile au bureau des adresses. Il boit de la bière et se rendort. Il se réveille à 6 heures. Razumikine est revenu. Il lui montre les vêtements qu'il a achetés pour lui, alors que cela énerve Raskolnikov. Razumikine semble avoir fait de bonnes affaires. Razumikine et Nastasia lui changent son linge, alors que Raskolnikov leur a demandé de le laisser tranquille. Zosimov fait son entrée. Le médecin examine Raskolnikov, et en conclut que tout va très bien. Razumikine veut que Raskolnikov assiste à sa pendaison de crémaillère qui a lieu aujourd'hui. À sa fête, sont invités plein de personnes dont Zosimov, le juge d'instruction Porfiri Petrovitch et Zametov. Razumikine parle au médecin d'un des peintres que l'on a accusé d'être l'assassin. Razumikine pense qu'il est innocent. Il dit que le crime a été fait la veille de l'évanouissement de Raskolnikov au poste de police au moment même où des personnes en parlaient. Il parle des erreurs de la police qui a accusé le peintre après avoir accusé Kok et Pestriakov. Razumikine nous dévoile l'histoire racontée par Douchkine, qui est un patron d'un débit de boissons. Il y a 3 jours, le peintre Nikolaï est venu lui apporter une paire de boucles d'oreilles. Il les lui a données en gage contre 2 roubles. Nikolaï a dit qu'il les avait trouvées sur le trottoir. Une partie de l'argent a servi à payer de l'alcool. Douchkine a appris le double meurtre le lendemain. Il est entré dans l'immeuble, et n'a trouvé que l'autre peintre nommé Mitroï. Le lendemain, Nikolaï est entré dans son débit de boissons. Douchkine l'a interrogé, et Nikolaï s'est sauvé. Il a été dans une auberge où il a essayé de se pendre. Le peintre a demandé à être emmené au commissariat, où il allait tout avouer. Il a été interrogé.
On apprend que tandis qu'il travaillait avec Mitroï, Nikolaï n'a remarqué personne dans l'escalier. Nikolaï révèle qu'il n'a été au courant du meurtre qu'à partir du 3e jour, qu'il a trouvé les boucles sur le trottoir, et qu'il s'est enfui de chez Douchkine, car il avait peur d'être accusé. Quand ils étaient en train de travailler dans l'appartement, Mitroï a mis de la peinture sur la figure de Nikolaï. Ce dernier a coursé son ami dans les escaliers. Il s'est fait gronder, car il a bousculé des personnes. Par jeu, Nikolaï et Mitroï se sont bagarrés dans l'entrée du bâtiment. Mitroï s'est échappé, et Nikolaï est remonté à l'appartement. C'est là qu'il a vu une boîte derrière la porte. Razumikine pense que les meurtres ne collent pas avec l'état d'esprit dans lequel étaient les deux peintres. Il dit que les juges ne considéreront pas une impossibilité psychologique comme une preuve. Le bijou appartenait bien à l'usurière. Koch et Pestriakov ne se souviennent plus avoir vu les peintres quand ils ont pris l'escalier. Razumikine pense que l'assassin est sorti de l'appartement de l'usurière quand Koch est descendu rejoindre Pestriakov. Le meurtrier s'est caché dans l'appartement vide, que les peintres venaient de déserter. L'écrin est tombé à ce moment-là. L'assassin est parti de cet appartement après le passage du portier, de Koch et de Pestriakov dans l'escalier. Un inconnu entre dans la chambre de Raskolnikov. Il s'agit de Piotr Petrovitch Loujine, qui est le fiancé de Dounia. Ce n'est que lorsque Loujine parle de la lettre écrite par Pulcheria, que Raskolnikov se souvient de lui. Raskolnikov remarque la suffisance de Loujine, et le fait qu'il porte des vêtements qu'il vient d'acheter. Il ressent de la répulsion envers Loujine. Ce dernier dit attendre Pulcheria et Dounia d'un moment à l'autre. Il leur a trouvé un appartement dans l'immeuble Bakaleïev. Raskolnikov dit que l'endroit est sale, suspect et peu cher. Loujine a prévu de les faire entrer dans un autre appartement plus tard. Lui-même loge chez Madame Lipoexcel, dans l'appartement d'Andrei Semnovitch Lebediatnikov. Loujine a en été le tuteur. Il se dit heureux de fréquenter la nouvelle génération. Il aime la prise d'initiative de la jeunesse. Razumikine pense qu'il n'y a pas d'esprit initiative, qui s'acquiert d'ailleurs que difficilement. Selon Loujine, les idées et les écrits nouveaux ont supplémenté les anciens. Loujine note un progrès au nom de la science et du progrès économique. C'est une société non pas basée sur le partage, mais sur soi-même. Celle-ci amène le progrès et une meilleure aide peut être apportée aux nécessiteux. Pour Razumikine, ce ne sont que des lieux communs. Razumikine et le médecin continuent leur conversation sur le meurtre. Ils conviennent que l'assassin a dû avoir un objet en gage chez l'usurière. Le juge d'instruction Porphyri est en train d'interroger les clients qu'il connaît grâce à Koch ou grâce au nom inscrit sur les objets. Razumikine pense que l'assassin est maladroit, inexpérimenté, et que c'est probablement son premier coup. Seul le hasard a pu lui faire éviter le pétrin. Le meurtrier n'a pas pris les 1500 roubles, qui étaient dans la commode. Loujine remarque que les crimes ne restent plus seulement dans les classes inférieures, mais atteignent les classes supérieures. Il pense que l'assassin faisait partie d'une classe plutôt élevée. Raskolnikov attribue ce changement à l'absence d'initiative, et au fait que les gens veulent tout rapidement et sans peine. Loujine parle de moralité et de loi. Raskolnikov remarque qu'il se contredit, et que s'il pousse jusqu'au bout, la première idée de Loujine, alors le meurtre serait légitimé. Raskolnikov répète à Loujine l'extrait de la lettre de Pulcheria, quand elle a écrit que Loujine a dit qu'il prenait une femme parmi les miséreuses, pour avoir plus tard un pouvoir sur elle. Selon Loujine, Pulcheria a mal compris, et mal expliqué ses propos. Raskolnikov dit que si Loujine reparle encore de Pulcheria, il le jettera en bas de l'escalier. Loujine s'en bat très fâché. Raskolnikov exige que Razumikine et le médecin s'en aillent aussi. Le médecin remarque que Raskolnikov est indifférent à tout sauf au meurtre. Razumikine pense que c'est parce que Raskolnikov a entendu parler de cette histoire avant son évanouissement au bureau du surveillant. Raskolnikov s'habille, prend l'argent, et parvient à sortir, sans que personne ne le remarque. Il est dehors à 8 heures du soir, avec l'intention d'en finir, même s'il ne connaît pas encore le moyen qu'il va utiliser. Il recherche une personne avec qui parler. Il donne 5 kopecks à une chanteuse accompagnée par un joueur d'orgue de barbarie. Raskolnikov tente de parler avec un spectateur, mais c'est un échec. Une femme le fait entrer dans un établissement de plaisir. Raskolnikov lui donne qu'1 kopek. Il pense à une histoire dans laquelle qu'un homme préférait vivre sur un minuscule terrain, où il pourrait mettre que ses pieds plutôt que de mourir. Raskolnikov se rend ensuite au palais de cristal. Il demande les journaux des 5 derniers jours. Zametov vient le rejoindre. Raskolnikov sait que Zametov s'est rendu chez la dame somptueuse présente au bureau de police. Il devine qu'on abreuve Zametov gratuitement dans cet endroit. Raskolnikov pense que cela intéresse Zametov de savoir ce que Raskolnikov recherche dans les journaux, mais Zametov semble s'en moquer. Zametov pense que Raskolnikov délire, car il le trouve bizarre. Raskolnikov éveille la curiosité de Zametov. Il lui révèle qu'il cherchait des articles relatant la mort de l'usurière. Zametov ne trouve rien d'extraordinaire à cela. Il prononce la phrase « vous êtes, ou bien fou ou bien », sans la finir. Zametov parle d'une bande de faux monnayeurs, qu'on a pincés, il n'y a pas longtemps.
Raskolnikov pense que les membres de cette bande étaient trop nombreux. Il raconte que le fait qu'un de ces hommes n'ait pas compté tous les billets à la banque a donné naissance à des soupçons. Zametov dit que dans pareil cas, il n'aurait pas réussi à se maîtriser et qu'il ne l'aurait pas supporté. Raskolnikov dit qu'il aurait été pointilleux, jusqu'à l'agacement sur le comptage des billets. D'après Zametov, même un homme expérimenté aurait pu commettre une faute. Il revient sur le meurtre. Il pense que le meurtrier n'a pas supporté son crime, car il n'a pas volé correctement. Raskolnikov le pense incapable de résoudre cette affaire, puisqu'il pourrait croire que l'assassin a dépensé sans compter son argent. Raskolnikov révèle comment il aurait procédé. Il aurait caché l'argent et les bijoux, et n'y aurait pas touché durant plusieurs années. Zametov le pense fou. Quand Raskolnikov remarque que Zametov l'a cru, Zametov lui répond moins que jamais. Raskolnikov sait qu'on l'a cru coupable, sinon pourquoi le lieutenant Poudre lui aurait posé ces questions après son évanouissement, et pourquoi ont-ils parlé de lui après son départ? Raskolnikov part en lui faisant remarquer que les vêtements neufs ont pu être achetés avec l'argent du vol. Quand il sort du palais de cristal, il rencontre Razumikine. Ce dernier s'est inquiété pour lui, et veut le ramener chez lui. Raskolnikov demande à son ami de le laisser seul, et dit qu'il ne veut pas de son aide. Razumikine l'envoie au diable, et dit son mépris pour les personnes faibles, qui coulent leurs petites souffrances. Il invite Raskolnikov à sa pendaison de crémaillère. Raskolnikov ne veut pas y aller, mais Razumikine lui donne tout de même son adresse. Ils se séparent. Razumikine entre au palais de cristal pour interroger Zametov. Raskolnikov se rend à un pont, avec l'intention de sauter la vie. Il voit une femme sauter dans l'eau. Elle est repêchée par un agent, et a la vie sauve. Raskolnikov est pris de dégoût pour ce moyen d'en finir. Il pense à aller se dénoncer. Il se dirige vers le poste de police. Il passe à côté de l'immeuble de l'usurière. Il monte à l'appartement, et y voit des ouvriers qui sont en train de le remettre à neuf. Ils finissent par le remarquer. Raskolnikov utilise la sonnette plusieurs fois, ce qui lui procure des frissons et du plaisir. Il dit qu'il veut louer le logement et remarque qu'il n'y a plus de sang sur le plancher. Pour savoir qui il est, Raskolnikov invite un des ouvriers à le suivre au bureau du surveillant. Les ouvriers ferment l'appartement et tous les trois descendent. Raskolnikov demande au portier s'il a été au commissariat et s'il adjoint y est. Un ouvrier rapporte au portier le comportement étrange de Raskolnikov. Un bourgeois propose de l'amener au commissariat. Les personnes présentes pensent que Raskolnikov est ivre. Il est mis à la porte. Raskolnikov se pose la question s'il doit aller au poste ou ne pas y aller lorsqu'un incident se produit. Marmeladov a été écrasé par une calèche. Raskolnikov parvient à faire transporter Marmeladov chez lui et non à l'hôpital. Durant ce temps-là, Katrina parle à sa fille aînée Polanka de son ancienne vie chez son père presque gouverneur. Elle se souvient d'une scène de bal durant laquelle elle a refusé un homme qui voulait lui demander sa main, car elle était éprise d'un autre. Katrina s'apprête à laver durant la nuit le linge de sa famille, qu'elle n'a qu'en un seul exemplaire. Marmeladov est apporté au logis. Katrina s'occupe de lui. Raskolnikov fait mander un médecin. Katrina envoie sa fille aînée chercher Sonia, puis elle met dehors les locataires amassés chez elle. Les locataires et la logeuse Amalia voudraient que Marmeladov soit transporté à l'hôpital, car sa présence apporte du dérangement. Katrina ne se laisse pas faire, et menace Amalia de représailles, si son mari ne peut pas mourir chez lui. Marmeladov revient à lui. Il demande un prêtre, le docteur vient, examine son patient, et dit que Marmeladov va mourir tout de suite. Raskolnikov tient à ce que le médecin lui fasse tout de même une saignée. Le prêtre vient, et Marmeladov fait sa dernière confession. Sonia vient habillée comme une fille de joie. Quand le prêtre parle à Katrina, elle dit que la mort de son mari est un gain pour sa famille, car ils dépensaient tout leur argent pour boire et car cela lui donnera du travail en moins. Marmeladov demande pardon à Sonia avant d'expirer. Katrina dit qu'elle n'a pas de quoi payer l'enterrement et la nourriture des enfants pour le lendemain. Raskolnikov donne ses 25 roubles à Katrina. Il dit qu'il reviendra peut-être demain. Sur le palier, Raskolnikov rencontre Nikodim Fomitch et lui résume la situation. Nikodim Fomitch remarque qu'il est taché de sang. Polanka, envoyé par sa sœur et sa mère, demande à Raskolnikov son adresse. Polanka l'embrasse et le tient dans ses bras. Après avoir appris que Polanka priera pour Marmeladov et Sonia, Raskolnikov lui demande de prier aussi pour lui. Raskolnikov repasse par le pont où il voulait en finir. Il n'est plus question de mettre fin à ses jours, mais de vivre. Il se pense guéri. Il décide de se rendre à la fête de Razumikine. Ce dernier est légèrement ivre. Raskolnikov veut retourner chez lui, car il se dit trop faible. Le médecin qui l'examine dit qu'il faut qu'il aille se coucher, et il lui donne un médicament. Razumikine raccompagne Raskolnikov. Il lui révèle que Zosimov pense qu'il est fou, ou qu'il va le devenir. Zametov a répété à Razumikine leur conversation au palais de cristal. Zametov et Ilya Petrovitch l'ont pensé coupable, mais ils ne le pensent plus maintenant. Razumikine pense que Raskolnikov a eu son évanouissement au poste de police à cause de sa maladie. Razumikine est fier du tour
que Raskolnikov a fait à Zametov au palais de cristal. Razumikine lui révèle que le juge d'instruction Porfiri veut le rencontrer. Raskolnikov voit de la lumière dans sa chambre. Il pense qu'on est venu pour l'arrêter. En ouvrant la porte, Raskolnikov découvre sa mère Pulcheria et sa sœur Dounia. Raskolnikov s'évanouit. Razumikine tente de réanimer Raskolnikov. Razumikine est vu comme envoyé par la Providence par Dounia et Pulcheria. Après avoir repris conscience, Raskolnikov dit à Pulcheria et à Dounia de s'en aller, alors que Pulcheria aurait aimé voir son fils, qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans. Quand Raskolnikov leur demande si elles ont vu Lougine, elles répondent que non. Raskolnikov leur raconte son entrevue avec le fiancé de sa sœur. Elles sont en partie au courant grâce à Nastasia, qui leur a raconté les derniers événements. Raskolnikov dit qu'il refuse le mariage, et que Dounia devra écrire une lettre à son fiancé signifiant son refus de se marier avec lui. Il a conscience qu'elle se sacrifie pour lui. Raskolnikov lui demande de choisir entre lui et Lougine. Razumikine parvient à faire partir Pulcheria et Dounia de la chambre de Raskolnikov, car l'énerver pourrait apporter de fâcheuses conséquences. Razumikine est encore ivre. Il semble très intéressé par Dounia. Il prend les bras des 2 femmes, jusqu'à leur faire mal. Les femmes ne disent rien, car Pulcheria a compris que Razumikine était indispensable, et car Dounia a confiance en lui. Il accompagne les 2 femmes chez elles, et les convainc de ne pas rester dans l'immeuble de Raskolnikov. Razumikine va les accompagner, revenir voir Raskolnikov, revenir leur faire un rapport, se rendre à sa fête pour rejoindre le médecin qui ira chez Raskolnikov, et qui fera ensuite lui aussi son rapport aux 2 femmes. Razumikine passera la nuit sur le palier et le médecin chez la logeuse de Raskolnikov. Il révèle que Zosimov a eu peur, que Raskolnikov perde son bon sens. Il rapproche son enivrement à la discussion qu'il a eue avec certains invités, pour qui le progrès correspondait à une perte totale de la personnalité. Parce que Dounia est en partie d'accord avec une de ses idées, Razumikine se met à genoux et embrasse les mains de Dounia. Il se plaint de l'hôtel loué par Lougine, qui a une mauvaise fréquentation. Il fait un portrait négatif de cet homme et demande à Dounia si Lougine pourrait être un compagnon pour elle. Il dit que Lougine n'est pas sur le bon chemin. Après avoir accompagné les 2 femmes jusqu'à leur logement, Razumikine se dirige chez Raskolnikov. Pulcheria est très inquiète pour son fils. Dounia tente de la consoler en mettant le comportement étrange de Raskolnikov sur le compte de sa maladie. Elle pense que son frère changera d'attitude demain, et que Razumikine a été envoyé par le Seigneur. Razumikine repasse pour donner des nouvelles aux 2 femmes. Il dit que Raskolnikov s'est endormi. Plus tard le médecin vient avec Razumikine. Il rassure les 2 femmes. Il est ébloui par la beauté de Dounia. Il dit que la maladie de Raskolnikov est due à des conditions matérielles, et à un élément moral. Quand Pulcheria lui demande si son fils est fou, il lui répond que non, mais qu'il a décelé une monomanie. Dès que le médecin et Razumikine sont dehors, le médecin parle de Dounia. Razumikine le menace de représailles si le médecin tentait quelque chose avec elle. Razumikine le pousse dans les bras de la logeuse, chez qui il va passer la nuit, afin que le médecin le débarrasse de cette femme. Razumikine lui donne des conseils pour la conquérir. Ils monteront la garde auprès de Raskolnikov cette nuit. Le lendemain matin, Razumikine a honte de son comportement de la veille envers Dounia. Razumikine donne un coup dans le poil, le casse et se blesse la main. Il décide de continuer sa relation avec les 2 femmes, comme si rien ne s'était passé. Razumikine demande à Zosimov s'il croit que Raskolnikov est fou. Le médecin ne le pense plus, mais le dit maniaque, monomane et hypocondriaque. Il pense que Raskolnikov a été froissé par les soupçons d'Ilya Petrovitch, et que de parler du peintre devant lui n'a fait que de jeter de l'huile sur le feu. Le médecin dit qu'il n'a pas pu voir la logeuse, car elle s'est barricadée. Razumikine se rend chez Pulcheria et Dounia, qui sont heureuses de le revoir. Il répond à leurs questions, et résume la dernière année de Raskolnikov. Il leur peint Raskolnikov comme ayant 2 personnalités, l'une généreuse, et l'autre froide. Tout en parlant, Razumikine jette des regards furtifs à Dounia. Il pense que la présence des 2 femmes sera salutaire pour Raskolnikov. Dounia pense que son frère a besoin d'une femme à ses côtés, mais Razumikine le pense incapable d'aimer. Razumikine remarque une ressemblance entre Dounia et Raskolnikov. Pulcheria parle du côté lunatique de son fils. Elle cite par exemple sa décision de se marier avec la fille de sa logeuse. Razumikine s'est renseigné sur cette fille, qui n'était pas jolie, et n'avait pas de dot. Pulcheria est heureuse que ce mariage ne se soit pas réalisé. Pulcheria interroge Razumikine sur la scène entre son fils et Lougine. Razumikine lui en fait le récit détaillé. Quand Pulcheria demande son avis sur Lougine, Razumikine est plus respectueux que la veille, et dit qu'il a dénigré hier soir à cause de l'alcool. Pulcheria fait lire à Razumikine une lettre de Lougine, qu'elle a reçue ce matin. Lougine dit ne pas avoir pu venir les chercher à la gare hier, et qu'il ne pourra pas les voir ce matin, mais seulement demain à 8 heures du soir. Il ne veut pas rencontrer Raskolnikov, sans quoi il menace de partir. Lougine était présent dans le logement de Marmeladov après son accident.
Il écrit qu'il a vu Raskolnikov donner l'argent que Pulcheria a eu du mal à se procurer à Sonia qui est une fille de mauvaise vie. Dounia veut que Raskolnikov vienne au rendez-vous de demain soir et que les deux hommes se rencontrent. Elle souhaite rendre visite à son frère tout de suite. Razumikine remarque sa montre en or et pense qu'elle vient de Loujine. Tous les trois partent à l'appartement de Raskolnikov. Pulcheria craint cet entretien et ne sait pas comment se comporter avec son fils. Pulcheria dit avoir rêvé de Marfa Petrovna, qui la blâmait de quelque chose. Elle remarque la blessure que Razumikine a à sa main. Il se prépare à entrer dans la chambre de Raskolnikov. Zosimov dit que Raskolnikov est guéri, même s'il perçoit que la visite cause du désagrément à son patient. Pour le médecin, il faut supprimer les causes initiales de la maladie pour pouvoir guérir. Il remonte la maladie à quelques mois, au moment de son départ de l'université. Il conseille à Raskolnikov de ne pas rester inactif. Sans le penser, Raskolnikov dit avoir compris qu'il a mal agi envers Razumikine, Pulcheria et Dounia. Bien que le fils ait l'air amical, Pulcheria continue d'avoir peur. Raskolnikov se rappelle de la soirée d'hier, alors qu'il avait la délire. Il ne se souvient plus de la cause de ses actions. Dounia et le médecin dit que ce cas est plus fréquent qu'on ne le croit, même chez les personnes bien portantes. Le médecin dit que peu de gens sont totalement harmonieux. Raskolnikov explique les taches qu'il a sur les vêtements, par le fait qu'il a dû apporter de l'aide à un homme qui s'est fait écraser. Il dit avoir donné de l'argent à la mère de famille, qui vit dans un état de misère. Pulcheria et Dounia trouvent qu'il a bien agi. Pulcheria parle de la mort de Marfa Petrovna Svirigailovna. Elle pense que le décès est dû au fait que son mari l'ait battue le jour même. Le mari a pourtant été patient avec sa femme durant cette année. Après avoir été battue, Marfa a dîné, puis elle s'est baignée dans une source. Elle est morte d'une attaque. Raskolnikov remarque que Pulcheria a peur de lui. Elle répond que c'est parce qu'elle a imaginé les retrouvailles autrement. Raskolnikov a soudainement l'impression qu'il ne pourra plus parler de quoi que ce soit à qui que ce fût. Il se lève, puis se ressaisit. Il a fait peur à son entourage qui pensait qu'une nouvelle crise allait arriver. Le médecin s'en va. On apprend que la montre de Dounia a été offerte par Marfa Petrovna. Loujine ne lui a pas encore fait de cadeau. Raskolnikov parle de la fille, avec laquelle il voulait se marier. Il reconnaît que ce n'était qu'un égarement, et qu'il tenait à elle, car elle était malade. Il avoue ne plus l'aimer. Pulcheria compare la chambre de son fils à un cercueil. Il est possible que la pièce soit une des causes de la maladie de son fils. Raskolnikov revient sur le mariage de Dounia avec Loujine. Il n'en veut pas. Dounia dit qu'elle se marie d'abord pour elle-même, et que l'estime dans le couple est réciproque. Elle trouve que son frère est despote envers elle, en ne voulant pas de ce mariage. Son frère n'a pas à être comme cela avec elle, car elle n'a égorgé personne. Raskolnikov a un étourdissement. Dounia demande à Pulcheria de remettre la lettre de Loujine à Raskolnikov. Sans explication, Raskolnikov donne la liberté à Dounia de se marier avec qui elle veut. En lisant la lettre, Raskolnikov trouve que c'est le style d'un illettré. Razumikine lui fait remarquer que c'est le style juridique. Raskolnikov souligne le fait que Loujine veut que les deux femmes lui soient obéissantes en menaçant de partir si Raskolnikov se trouve avec lui au rendez-vous du lendemain. Il relève une calomnie. Dans sa lettre, Loujine a dit que Raskolnikov a donné de l'argent à Sonia, et non à Katrina. Le but de Loujine est de brouiller Raskolnikov avec sa famille. Pulcheria et Dounia sont d'accord avec le fait que Raskolnikov soit présent lors du rendez-vous de Loujine. Raskolnikov viendra. Dounia invite Razumikine à la rencontre. Sonia entre dans la chambre. Raskolnikov sent qu'elle est humiliée. Raskolnikov la fait asseoir sur la chaise de Razumikine et place Razumikine sur le divan à la précédente place du médecin. Elle n'aurait pas osé s'asseoir à côté des deux femmes. En ayant cette pensée, elle se lève de son siège. Sonia dit que Katrina a invité Raskolnikov à venir demain au service funèbre, puis au dîner qui suivra. Raskolnikov la fait se rasseoir. Elle baisse la tête. Raskolnikov présente Sonia à Pulcheria et à Dounia. Le corps de Marmeladov sera transporté à l'office du soir, car les locataires se plaignent de l'odeur. Sonia n'est pas jolie, mais ses yeux bleus lui donnent un air de bonté et de franchise. Après avoir examiné la pauvreté du logis de Raskolnikov, elle remarque que Raskolnikov leur a tout donné hier. La mère et la sœur de Raskolnikov s'en vont. Seule Dounia salue Sonia. Raskolnikov paraît plus heureux après leur départ. Pulcheria dit à sa fille qu'elle est heureuse d'être partie. Dounia pense qu'il faut être tolérant envers Raskolnikov, car il est malade. Pulcheria remarque la ressemblance d'âme entre ses deux enfants. Pulcheria a peur que Loujine ne veuille plus se marier à Dounia, et elle a un mauvais pressentiment au sujet de Sonia. Raskolnikov et Razumikine parlent de Porfiri Petrovitch. Raskolnikov lui dit qu'il a mis en gage chez l'usurière l'anneau de Dounia et la montre de son père. Il aimerait récupérer ses affaires, car il a peur que Pulcheria demande à voir la montre. Razumikine lui conseille de se rendre chez Porfiri et d'y aller tout de suite. Raskolnikov dit à Sonia qu'il passera la voir dans la journée. Sonia se sépare de Raskolnikov et de Razumikine. Un inconnu la suit.
Il habite dans le même immeuble que Donia et vit dans la pièce à côté de la sienne, chez Gertruda Karlovna Roslich. Razumikin est heureux d'apprendre que Raskolnikov a laissé des objets en gage chez l'usurière. Ceci explique pourquoi Raskolnikov a parlé de bijoux durant sa maladie. Razumikin présente Porphyri comme un homme qui aime mystifier son monde. Il a précédemment résolu une enquête dans laquelle presque tous les indices manquaient. Porphyri désire faire la connaissance de Raskolnikov. Razumikin revient sur le fait qu'il lui a dit qu'on l'a pris pour un fou. Il dit que cela n'était que des racontars d'ivrogne. Raskolnikov se demande ce que Porphyri sait sur lui. Le jeune homme fait remarquer le trouble et l'agitation que provoquait la présence de Dounia sur Razumikin. Il prend note que son ami a pris soin de son apparence aujourd'hui. Les deux hommes se vannent. Ils entrent dans l'appartement de Porphyri en riant. Raskolnikov et Razumikin ont bien du mal à se contenir. Razumikin renverse un verre. Porphyri et Zametov sont présents. Raskolnikov expose son affaire à Porphyri. Les deux hommes ne cessent de se regarder. Porphyri lui dit de faire une déclaration à la police au sujet de l'appartenance des objets. Car Porphyri lui a fait un clin d'œil, Raskolnikov pense que Porphyri sait tout. Pour cacher le fait que Razumikin ait dit qu'il a sursauté, lorsqu'il a entendu que Porphyri interrogeait les propriétaires des gages, Raskolnikov met l'accent sur le fait que lui-même et sa mère tiennent à ces objets. Raskolnikov paie chacun des mots qu'il prononce. Porphyri dit à Raskolnikov qu'il l'attendait. En effet, son nom apparaissait sur les papiers entourant ces objets. Raskolnikov était la seule personne à avoir mis des objets en gage à ne pas s'être présenté. Raskolnikov tente de faire croire qu'il est bien portant, mais Razumikin raconte sa fuite hier en plein délire. Raskolnikov explique qu'il s'est sauvé la veille, car il en avait assez des personnes qui l'entouraient. Raskolnikov demande à Zametov s'il lui a semblé qu'il avait tout son bon sens hier, ou bien qu'il délirait. Zametov répond qu'il avait toute sa tête. Pour Razumikin, un signe de la folie de son ami est le fait qu'il ait donné tout son argent hier à la veuve. Raskolnikov veut partir, mais Razumikin demande à Porphyri de leur servir du thé. Raskolnikov a la sensation que Porphyri joue au jeu du chat et de la souris avec lui. Il est méfiant et voit des sous-entendus partout. Il recommence à avoir de la fièvre. Razumikin parle des discussions de la soirée d'hier. Certains considéraient que le crime constitue une réaction contre un ordre social anormal, sans autre cause, et que c'est l'influence du milieu qui perd l'homme. Razumikin dit qu'il faut aussi tenir compte de la nature. Il pense que l'humanité suit une loi historique et vivante, qui conduit à une société normale, alors que les socialistes pensent qu'un système social peut sortir de terre. Razumikin estime que l'âme vivante exige la vie, alors que les socialistes croient que l'âme n'est pas vivante, et qu'elle peut se plier à un système rigide. Porphyri parle de l'article de Raskolnikov paru dans un journal. Raskolnikov ne le savait pas. Raskolnikov expose sa théorie présente dans son article. Il divise l'humanité en deux clans. Le premier est constitué d'hommes ordinaires, qui sont conservateurs et soumis. Ils sont les plus nombreux. Le second clan contient les hommes extraordinaires, qui peuvent apporter une parole nouvelle. L'homme extraordinaire a le droit de commettre des crimes. Sa conscience peut sauter des obstacles. Si des personnes avaient empêché aux découvertes de Kepler et de Newton d'être connues de l'humanité, ces deux hommes auraient pu écarter ces individus. Il dit que Lycurgue, Solon, Mahomet et Napoléon étaient des criminels, rien que par la mise en place d'une loi nouvelle écrasant l'ancienne. Les grands hommes doivent être nécessairement des criminels. Porphyri demande à Raskolnikov s'il croit en la Nouvelle Jérusalem, en Dieu et à la résurrection de Lazare. Raskolnikov répond que oui. Porphyri lui demande comment distinguer les hommes extraordinaires et des ordinaires. Il le questionne sur ce qu'il se passerait si un homme ordinaire se mettait à vouloir écarter les obstacles. Raskolnikov répond que certains hommes ordinaires peuvent vouloir devenir extraordinaires, mais qu'ils n'agissent jamais. S'ils avaient de telles pensées, ils feraient pénitence d'eux-mêmes. Porphyri demande s'il a beaucoup de gens extraordinaires. Raskolnikov répond qu'il faut des milliers de millions d'hommes pour donner naissance à un grand homme. Razumikin est effrayé de la théorie de son ami, surtout en ce qui concerne le meurtre en conscience. Porphyri parle des personnes ordinaires, qui veulent devenir de grands hommes, et ont besoin d'argent pour leur campagne. Raskolnikov pense que ce sont des petits imbéciles et des petits orgueilleux. Si cette personne est trouvée, elle souffrira en plus d'aller au bagne. Même les hommes extraordinaires peuvent ressentir de la souffrance au meurtre qu'ils commettent. Porphyri demande à Raskolnikov s'il ne s'est pas pris lui-même, comme exemple pour rédiger son article. Raskolnikov répond que c'est possible. Quand Porphyri le questionne pour savoir s'il n'a pas déjà sauté l'obstacle, Raskolnikov lui dit que s'il l'avait fait, il ne le lui dirait pas. Raskolnikov dit ne pas se prendre pour un homme extraordinaire. Zametov fait le lien entre un futur Napoléon et le meurtre de l'usurière. Raskolnikov s'apprête à partir. Porphyri l'invite à venir le voir à son bureau, afin d'avoir son témoignage. Porphyri demande à Raskolnikov si lorsqu'il est allé chez l'usurière, il a vu les peintres dans l'appartement du premier étage. Raskolnikov lui répond qu'il n'a pas vu de peintre.
Razumikine fait remarquer à Porphyri que Raskolnikov était dans l'immeuble 3 jours avant le meurtre, et non le jour même. Raskolnikov et Razumikine sortent de l'appartement de Porphyri. Razumikine est outré de la manière dont Porphyri et Zametov se sont comportés, avec son ami en le traitant comme s'il était le coupable. Raskolnikov dit qu'ils ont agi ainsi, car ils n'ont aucune preuve. Razumikine pense que Raskolnikov est innocent, et que son évanouissement au poste de police est dû à la maladie, à la misère, à la dette, à la chaleur, au récit du meurtre, à la peinture fraîche, aux fenêtres fermées, et aux soupçons des policiers. Razumikine dit que s'il avait été à sa place, il aurait été violent avec ses accusateurs. Il a l'intention de retourner voir Porphyri, pour avoir des explications. Raskolnikov et Razumikine arrivent à l'hôtel Bakaleyev. Raskolnikov fait demi-tour, et retourne chez lui. Il dit à Razumikine de monter à l'appartement de Pulcheria et de Dounia. De retour chez lui, Raskolnikov fouille la cachette où il avait placé les bijoux, afin d'être sûr de n'avoir laissé aucun indice. Quand il descend l'escalier, le portier le montre à un ouvrier. Le portier dit que cet homme a voulu vérifier si c'est bien ici qu'habite Raskolnikov. Ce dernier rejoint cet homme dans la rue. L'homme sorti de terre dit qu'il est l'assassin. Ces mots provoquent un choc en Raskolnikov. Il rentre chez lui et s'allonge sur le divan. Quand Raskolnikov vient le voir, il fait semblant de dormir. Il pense qu'il aurait dû prévoir, qu'il n'aurait pas eu la résistance, pour commettre un meurtre. Il ne pense pas faire partie des hommes extraordinaires. Raskolnikov a voulu sauter l'obstacle, et il s'est raté, il n'a fait que tuer. Parallèlement, il remarque que la vie n'est donnée qu'une seule fois, et qu'il ne peut pas attendre le bien-être général. Il constate qu'il n'est qu'un pou, peut-être pire que l'usurière. Il pense qu'il aimait Dounia et Pulcheria auparavant, mais que maintenant il ne supporte plus leur présence. Il tente de dissimuler ce sentiment auprès d'elle. Il s'endort. Il rêve qu'il suit l'homme sorti de terre, jusque dans l'immeuble de l'usurière. Raskolnikov se rend à l'appartement du 3e étage qu'il voit vide puis meublé. Il revoit l'usurière, et lui donne plusieurs coups de hache dans la tête. L'usurière se met à rire. Les gens deviennent de plus en plus nombreux dans l'appartement, et dans l'escalier. Raskolnikov voit un homme entrer dans sa chambre. Il se demande s'il fait partie de son rêve, ou s'il est réel. Quand Raskolnikov lui demande ce qu'il lui faut, l'homme répond qu'il est Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov.